Bonjour. Alors bienvenue pour cette présentation qui porte un titre un peu surprenant dans un cours de méthodologie en épidémiologie. Nous avons donné cette conférence à la 34e session du cours IDEA et je ne peux pas ne pas rappeler la mémoire de Michael Gregg qui était responsable au CDC d'Atlanta du programme de formation des fameux Epidemiologic Intelligence Service Officers. Alors Michael Gregg fut un des fondateurs du cours IDEA en France et il avait l'habitude de clôturer le cours par quelques réflexions sur la façon d'exercer son jugement en épidémiologie de terrain. L'objectif de cette présentation, c'est de prendre un peu de recul et de parler des situations en épidémiologie de terrain où le simple raisonnement logique ne suffit pas. Qu'appelle-t-on jugement ? On va rester simple en disant que c'est la capacité à apprécier, à évaluer des choses ou des faits ou des situations sans l'aide de la science, sans démonstration, sans preuve établie pour l'étayer. Avoir du jugement, c'est communément avoir du discernement, de la perspicacité ou toute autre de ces qualités énumérées dans cette liste. Au contraire, manquer de jugement serait être aveuglé par la sottise. Si on compare point par point les facultés de jugement et celles d'un bon raisonnement, on peut dire que le jugement est subjectif, il est basé sur du bon sens, sur de l'expérience, alors que le raisonnement est basé sur la logique, sur des méthodes qui sont standardisées. Le jugement utilise des arguments, tandis que le raisonnement utilise des mesures. Et puis enfin, un jugement aboutit à des choix, ce qui fait qu'on peut avoir raison ou tort, alors que le raisonnement aboutit à des conclusions qui peuvent être justes ou parfois fausses. Alors pourquoi venir parler ici de jugement ? Un épidémiologiste a-t-il à juger ? Alors il se trouve que la fonction d'épidémiologie de terrain se trouve un peu à l'interface entre une attitude proprement scientifique, qui produit de la connaissance, épidémiologie de recherche, qui exclut au maximum la subjectivité, et une attitude de conseil technique aux acteurs de santé publique, qui doivent, eux, prendre des décisions. Et c'est à ce niveau que les facultés de jugement sont le plus sollicitées. Dans les situations d'épidémiologie de terrain ou d'épidémiologie appliquée, on est soumis à de fortes contraintes qui parfois sont antagoniques avec les exigences du raisonnement. Parmi ces contraintes, les trois plus fortes sont celles du temps, de l'urgence, qui commande de conclure au plus vite, les multiples pressions qui pèsent sur vous, de la part des malades qui attendent des résultats, de la part d'associations qui les relaient et qui sont extrêmement actives, incisives, parfois en bien, parfois en mal, en vous suspectant d'être inféodés aux firmes industrielles, par exemple. Pression des firmes industrielles, qui évidemment vous accusent d'être manipulés par les associations. Pression des médias, bien sûr, qui vous harcèlent. Et enfin, par les politiques, qui ne sont pas les pires dans ce domaine. Et enfin, en épidémiologie appliquée, on est tenu de fournir des recommandations, alors qu'on est parfois encore en situation de très grande incertitude. À quel moment a-t-on l'occasion d'exercer un jugement ? Bien, c'est quasiment à chaque étape du travail d'un épidémiologiste de terrain. Dès l'instant où on recueille un signal, il n'y a pas vraiment de méthode pour décider s'il faut lancer une alerte avec toutes ses conséquences. Il faut décider, il faut donc exercer un jugement. Une fois le bilan descriptif réalisé en termes de temps, de lieu, de personnes, vient le moment de formuler des hypothèses pour trouver la source du phénomène que vous étudiez par exemple. Et là encore, il n'y a pas vraiment de méthode du jugement. Un bon jugement est requis pour poser ces hypothèses. Par exemple, lorsqu'en août 1985, on s'est retrouvé confronté en France en quelques semaines à plus de 1000 cas de trichinellose, alors que cette maladie est exceptionnelle, les hypothèses plausibles étaient la consommation de viande d'animaux carnivores, ce qui se résume en France au porc ou au sanglier. C'est d'ailleurs l'hypothèse qui avait été faite d'emblée par les cliniciens confrontés aux premiers cas qui se sont un peu perdus avec les jambons d'Auvergne et autres charcuteries fumées. Mais les premières observations descriptives des cas ne collaient pas avec ces deux hypothèses. Tout d'abord, la viande de porc qui est très contrôlée et consommée très cuite en France, ce qui détruit les larves du parasite. Ensuite, les cas dus au sanglier sont sporadiques, toujours en faible nombre. D'autre part, on ne chasse pas le sanglier en été. Et enfin et surtout, la quasi-totalité des patients avaient consommé de la viande de cheval. Et finalement, au vu des données épidémiologiques réelles, et non pas seulement sur des a priori théoriques, on a établi des hypothèses dont une au moins allait à l'encontre des faits établis. Et donc on a jugé bon de tester cette hypothèse viande de cheval, malgré la contradiction avec le fait que cet animal soit un herbivore. Pareil au moment de l'établissement d'un protocole. Par exemple, lorsqu'on discute de la taille d'un échantillon. Alors certes, il y a des formules pour la calculer, et on pourrait penser qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais pourtant, il va falloir choisir une puissance, 80, 90%, que sais-je, et aussi choisir un seuil, ce fameux risque alpha qu'on fixe le plus souvent à 5%. Mais pourquoi 5%?
Alors n'oubliez jamais qu'un risque d'erreur alpha de 5%, c'est une chance sur 20 de se tromper. C'est pas si faible. Est-ce que vous monteriez dans un avion dont on vous dirait qu'il a moins d'une chance sur 20 de rater son décollage? Est-ce que cela vous suffirait? On va prendre un exemple plus épidémiologique. Vous vous rappelez peut-être de cette épidémie majeure de syndrome hémorragique urémique en Allemagne en 2011 qui a atteint plus de 3800 personnes avec 855 cas graves de syndrome hémorragique urémique et une cinquantaine de décès. Alors, une première enquête, très rapidement effectuée par une équipe locale, a conclu à un lien entre cette épidémie et la consommation de concombres d'origine espagnole. Alors, les autorités européennes immédiatement alertées ont fait leur travail, et des gros producteurs ont été identifiés et mis à l'index. Et en quelques jours, se sont retrouvés sur la paille et l'affaire a fait très grand bruit. D'autant plus qu'après une quinzaine de jours, les épidémiologistes allemands du RKI, le Robert Koch Institute, ont pu corriger le tir et par une superbe enquête, dont je vous passe les détails, ont fini par incriminer la consommation de graines germées infectées, les fameux sprouts, et disculper le concombre. Mais le mal était fait pour la filière du concombre. Donc, gardez à l'esprit cette erreur de première espèce qui guette tous les travaux statistiques. Et l'argument qui dirait « oui, mais face au danger encouru par les consommateurs, mieux vaut une erreur que de ne rien trouver », on peut rétorquer que cette erreur peut ralentir la découverte de la vraie cause et donc faire augmenter le nombre de cas. Le jugement s'exerce aussi lorsqu'on élabore le questionnaire, lorsqu'on discute pour savoir quelles variables secondaires rajouter, quels tiers facteurs d'ajustement seront utiles à intégrer dans l'enquête. On discute aussi la définition d'un cas. Alors il n'y a pas de règle bien établie, mais vous savez qu'on doit évaluer cette définition en fonction du trépied, sensibilité, spécificité et de sa faisabilité, car nous sommes en condition de terrain. Idem pour le plan d'analyse et le choix des croisements qu'on va décider ou non de faire. A l'inverse, à l'étape suivante de collecte des données, il faut que les enquêteurs aient le moins possible à exercer un jugement personnel. Sinon, vous savez qu'on risque alors d'introduire des biais d'information variables selon la personnalité de l'enquêteur. Et je dirais la même chose à l'étape de l'analyse des données. Alors c'est une étape technique importante qui demande de la compétence statistique, informatique, mais si le protocole a été bien fait, on ne doit pas avoir d'état d'âme à ce moment-là, il s'agit de raisonner scientifiquement. Donc les états d'âme, il fallait les régler au moment du protocole. Alors je caricature un peu, car bien sûr il y aura encore à discuter à cette étape des biais qui n'avaient pas été prévus, des ajustements complémentaires ou des stratifications qu'on peut décider de rajouter au vu des résultats bruts. Et bien sûr, c'est dans les étapes finales d'interprétation et surtout de cette phase de recommandation spécifique à l'épidémiologie appliquée que le recours au jugement revient en force. Et il ne faut pas oublier que la priorité des priorités d'un épidémiologiste de terrain, c'est de fournir des éléments d'aide aux décideurs de santé publique, c'est de produire des recommandations. Et s'il y a incertitude, éventuellement de proposer des scénarios en fonction de telle ou telle option, toujours avec le but de réduire au maximum la subjectivité. Et donc, la publication scientifique, pour un épidémiologiste de terrain, vient en second plan. Le travail de l'épidémiologiste de terrain, ce n'est pas de se demander quel niveau de causalité il faut atteindre pour agir, mais à partir de quel degré de compréhension de la menace. Ce qui veut dire qu'il faut parfois agir, prendre des mesures, même si scientifiquement on n'a pas tous les éléments pour expliquer ce qui se passe. En 1985, les parasitologues, les scientifiques ne comprenaient absolument pas comment un cheval pouvait avoir contracté la trichinose en mangeant de la viande. Mais ce qui était sûr, au vu des enquêtes épidémiologiques, c'est qu'il fallait agir et décider des mesures de prévention et de contrôle sur la viande chevaline. Alors je vais prendre maintenant quelques exemples où le raisonnement non accompagné d'un peu de jugement peut parfois être mis à mal. Sur ce graphique, on a représenté la relation entre la survenue de cas de cancer de la peau dans plusieurs régions d'un pays en fonction de la quantité d'un produit cosmétique utilisé par 1000 habitants dans chacune des régions. Alors, les chiffres ici sont fictifs. On observe à l'évidence une corrélation très forte avec un coefficient de 0,77. Comme en épidémiologie on n'aime pas trop les corrélations quantitatives, on regroupe les données ici par niveau d'exposition. Et on obtient le tableau suivant avec 3 strates d'exposition et vous observez deux choses. Premièrement, un lien entre une exposition élevée au produit et la survenue de cancer avec une force de 3,1, ce qui est relativement élevé. Et ensuite, une sorte de relation dose-effet dont vous savez que c'est un des meilleurs critères de causalité. Donc, quelles recommandations auriez-vous envie de faire ?
Eh bien, certainement retirer le produit immédiatement du commerce. Et on va lever le voile sur le produit incriminé, c'est de la crème solaire. Et là, à l'évidence, vous constatez la supercherie. Il doit y avoir un énorme facteur de confusion, et ce facteur, c'est le soleil, qui est à la fois une cause bien connue de cancer de la peau, et qui est associé à la consommation de crème solaire. Et si on stratifie sur l'exposition au soleil, la corrélation crème solaire, cancer de la peau s'évapore. Alors ce type de corrélation fallacieuse, on en trouve partout. En voici quelques exemples pris sur un site qui en fait sa spécialité. Alors, en voici un autre exemple paru dans le New England Journal of Medicine qui insiste sur la dérision de ce type de statistiques. Ici, une corrélation entre la consommation de chocolat et la fréquence des prix Nobel. Alors, ces corrélations sont caricaturales et on s'en amuse, mais j'insiste car ce mode de raisonnement tend à se répandre, y compris dans des publications scientifiques sérieuses sur des sujets graves. Alors, leur usage peut même être dramatique. C'est le cas par exemple dans cet éternel débat purement français sur l'éventuelle corrélation entre la survenue de sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite B. Alors, le travail que je vous montre là n'est pas très ancien, il a été publié en 2014 dans un journal scientifique avec comité de lecture, Immunologic Research, qui a un facteur d'impact de 2,9, qui est tout à fait correct. Alors en fait, il s'agit des comptes rendus d'un congrès. Et l'auteur, un médecin pédiatre de Caen, présente ce graphique. La courbe en blanc, ce sont les ventes de vaccins hépatite B, et la courbe en noir, ce sont les déclarations de sclérose en plaques post-vaccinale envoyées à l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et l'auteur montre ici une très forte corrélation entre ces deux variables, avec un coefficient de plus de 0,9. Alors je ne sais pas si vous percevez du premier coup d'œil la supercherie, il s'agit ici du nombre de cas de sclérose en plaques enregistrés par le système de surveillance des incidents post-vaccinaux, et non pas du nombre total de sclérose en plaques. L'incidence générale des scléroses en plaques en France a plutôt cette allure-là. À cette époque, elle avait même tendance à augmenter, phénomène en partie lié à l'amélioration des moyens diagnostiques, alors même que les vaccinations se sont effondrées, grâce d'ailleurs à des gens comme l'auteur de cet article. Alors, où est la supercherie ? Eh bien, pour avoir le droit de faire une corrélation entre deux variables x et y, vous savez qu'une des conditions drastiques d'application est l'indépendance a priori de ces deux variables x et y. Or, le nombre de cas de sclérose en plaques du registre des incidents post-vaccinaux est par définition directement lié à l'occurrence des vaccins. Si à la place de la sclérose en plaques, vous recueillez les déclarations d'entorse de la cheville gauche, par exemple, vous aurez inéluctablement une augmentation des entorses de la cheville gauche si le nombre des sujets vaccinés augmente. Et deuxième élément d'ordre purement clinique, s'il y avait un lien de corrélation, ce n'est pas dans l'année qui suit la vaccination qu'on le verrait, mais bien plus tard, puisque le processus de démyélinisation des fibres nerveuses dans la sclérose en plaques est un processus lent qui ne se fait pas et ne se confirme pas en quelques mois. Donc si ce graphique montre la moindre chose, c'est que le système de déclaration des incidents post-vaccinaux fonctionne bien et c'est tout. Mais le mal a été fait, je peux vous dire que ce travail est repris sans cesse par tous les sites d'associations anti-vaccins. C'est d'ailleurs sur un d'entre eux que j'ai trouvé la trace de cette publication. Et franchement, je ne comprends pas comment les responsables de ce congrès ont laissé passer une telle énormité. Donc on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas parce que deux observations sont liées, sont corrélées, sont superposées, qu'il y a entre elles un lien de causalité. Tous les matins, le coq chante, tous les matins, le jour se lève, et le coq n'est pas pour autant la cause du lever du jour. Donc ce n'est pas parce qu'il y a concomitance qu'il y a causalité. Alors ce qui en latin se disait cum hoc ergo propter hoc, qui se traduit par avec cela, donc à cause de cela. Bien, cette expression était un sophisme bien connu depuis le Moyen-Âge, était discuté dans les écoles de logique et malheureusement, on est encore à lutter contre lui aujourd'hui. On va prendre un exemple inverse pour montrer comment le jugement qu'on porte sur un résultat peut varier en fonction des circonstances. Alors ici, il s'agit d'une étude parue aux États-Unis en novembre 2017, donc très récemment, dans le Journal of National Cancer Institute, revue donc très sérieuse s'il en est. C'est une étude portant sur une très vaste cohorte d'un suivi de 12 ans, étudiant les effets de l'exposition de plus de 54 000 travailleurs à un produit chimique dont j'ai simplement écrit ici la formule. Les auteurs comptabilisent les cas de cancer survenus dans plusieurs strates d'exposition aux produits étudiés. Ils calculent les densités d'incidence et ils aboutissent au tableau suivant avec les risques relatifs calculés en fonction de la strate des non exposés en haut du tableau.
Alors que concluriez-vous avec les auteurs de cette étude? Effectivement, il n'y a rien à voir. Aucun lien entre l'exposition à ce produit et un éventuel cancer. Donc résultat peu intéressant qui risque de passer inaperçu, qui passerait inaperçu si je ne vous révélais ce qu'était le C3H8NO5P, qui n'est autre que le glyphosate, c'est-à-dire le fameux Roundup, produit autour duquel font rage de nombreuses polémiques concernant son éventuelle interdiction. Et du coup, cette étude, qui serait passée comme une lettre à la poste, est maintenant la cible d'une avalanche de questions critiques. A-t-on bien analysé tous les biais, et notamment les biais d'information? N'a-t-on pas minimisé les cas chez les exposés? Ou au contraire, le groupe contrôle ne serait-il pas plus exposé qu'on ne l'a dit? Est-ce que parmi tous les cancers détectés, il n'y en aurait pas un qui serait lié plus spécifiquement au produit? Par ailleurs, cette étude ne porte que sur les utilisateurs du produit et pas sur les consommateurs d'aliments traités. Alors cette remarque est tout à fait juste puisque l'objectif de l'étude, c'était précisément les travailleurs. Mais surtout, ce qui reste problématique, c'est ce fameux avis du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui avait déclaré que cette molécule faisait partie d'une liste de produits potentiellement cancérigènes classés 2A. Et enfin, un jugement que j'ai entendu proféré par des scientifiques disant que l'étude n'apportait rien à ce qu'on savait car elle n'est pas significative. Et je vous propose d'approfondir ce point de la significativité ou non-significativité d'un résultat pour continuer. Alors, on va reprendre la thématique vaccination anti-hépatite B et la survenue de sclérose en plaques avec une autre étude. C'est celle-là qui a mis le feu aux poudres lorsqu'elle a été publiée en 2004 par Hernan, qui montrait un risque 3 fois plus élevé de sclérose en plaques chez les vaccinés. Alors, on ne va pas discuter ici les biais de cette étude, biais qui sont d'ailleurs abondamment discutés par les auteurs même de ce travail. Ce que je veux simplement évoquer ici, c'est le contexte de publication d'une telle étude. Elle porte certes sur plus de 1700 sujets. Ce qu'il faut considérer, c'est que cette étude unique va à l'encontre d'une très grande série d'études dont aucune n'avait mis en évidence d'effets nocifs du vaccin. Certaines de ces études, comme vous voyez, portent sur des milliers de sujets. Ici, 2 cohortes de plus de 280 000 individus, on constate même que la sclérose en plaques serait plus élevée dans le groupe des non-vaccinés. Et ici encore, une série d'autres études postérieures qui n'ont pas été citées dans l'article et qui ne montrent pas plus de liens. Et à toutes ces études publiées, il faudrait encore rajouter la masse de toutes les séries non publiées qui sont probablement non significatives. Donc qu'est-ce que je veux dire avec cet exemple? C'est que pour une seule étude qui peut conclure, car elle est significative, il existe des dizaines d'études ayant inclus des centaines de milliers de sujets qui ne peuvent pas conclure à l'innocuité du vaccin, quelle que soit leur taille. Alors que la puissance de l'ensemble de ces études s'accroît avec le temps, et qu'en conséquence la probabilité de l'hypothèse nulle s'accroît, elle est maintenant sans doute extrêmement élevée, mais avec son petit p inférieur à 0,02, Hernon fait écrouler tout l'édifice. Alors pourquoi ces études ne peuvent pas conclure? Eh bien c'est que le paradigme fichérien de nos études statistiques ne le permet pas. Reprenons le schéma d'un test statistique. Vous savez que ce qu'on teste, c'est l'hypothèse nulle. On calcule le petit p, et si ce fameux petit p est inférieur à 5%, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte une hypothèse alternative H1 qu'on s'était fixée à l'avance. Si le petit p est supérieur à 5%, eh bien on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Donc le petit p, c'est la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle si l'hypothèse nulle est vraie. Alors, avouez que c'est un peu tordu comme raisonnement. On dit je veux démontrer quelque chose, j'ai donc une hypothèse. On appelle hypothèse nulle le contraire de l'hypothèse qu'on veut démontrer. On recueille les données et on va calculer la probabilité d'avoir observé ces données si l'hypothèse contraire à mon hypothèse de départ est vraie. Si cette probabilité est faible, alors j'accepte mon hypothèse de départ, et si cette probabilité est élevée, eh bien je ne peux même pas conclure. Mais il y a un deuxième problème avec ce type de raisonnement. Avec le petit p, on s'intéressait à la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle. Mais quelle est la probabilité de l'hypothèse nulle? Quelle est la probabilité de l'hypothèse alternative? En statistique classique, on ne s'en préoccupe jamais. Cette indifférence probabilité a priori des hypothèses, c'est ce qu'on appelle la négligence des taux de base. Alors quelles sont les conséquences de cette négligence? Alors, vous avez sans doute déjà vu ce petit schéma qui confronte la réalité avec les décisions qu'on peut prendre à l'issue d'un test statistique. Alors, en vertical, on a mis la réalité, soit l'hypothèse nulle est fausse, soit elle est vraie. On la connaît pas. En horizontal, on met la décision qui est prise après un test. Soit on rejette l'hypothèse nulle, soit on ne la rejette pas. Alors,
Si on ne rejette pas H0 alors que H0 est vrai, tout va bien. Et si on rejette H0 alors qu'elle est fausse, tout va bien aussi. Si on rejette H0 alors que H0 est vrai, on commet l'erreur de type 1, le risque alpha mesure ce type d'erreur. Et enfin, si on ne rejette pas l'hypothèse nulle alors qu'elle est fausse, on commet une erreur de type 2 qui est mesurée par le risque bêta. Alors si on appelle vrai positif le fait de rejeter l'hypothèse nulle lorsqu'elle est fausse, on va obtenir un tableau avec des vrais positifs, des faux négatifs, des faux positifs et des vrais négatifs. Ce qui doit vous rappeler le cours sur le dépistage. Alors pour illustrer concrètement ce schéma, prenons 100 études portant sur 100 facteurs de risque potentiels d'une maladie, par exemple maladie cardiovasculaire, et impact du tabac, du stress, de la pratique du vélo, de la consommation de légumes, etc. avec plein de facteurs non liés. Et imaginons qu'en réalité, seulement 6% des facteurs sont d'authentiques facteurs de risque indépendamment les uns des autres. Les autres facteurs n'ont aucune influence sur la maladie. La réalité est donc la suivante, parmi 100 études, il y en a 94 pour lesquelles l'hypothèse nulle est vraie et 6 pour lesquelles l'hypothèse nulle est fausse. Imaginons que ces études soient construites avec un risque alpha consenti de 5% et une puissance de 80%, c'est-à-dire un risque d'erreur bêta de 20%. On aura donc, parmi les 6 études pour lesquelles il existe un authentique facteur de risque, environ une, fausse négative, qui ne sera pas conclusive, et 5 vrais positifs qui donneront un résultat correct. Maintenant, parmi les 94 études qui portent sur des facteurs indifférents, sans action sur la maladie, on en aura environ 5 qui concluront à tort. Ce sont des faux positifs. Et donc, que verra-t-on dans la littérature dans cette situation où la probabilité de l'hypothèse nulle est très élevée? Tout d'abord, une grande part des 90 résultats non significatifs ne seront pas publiés. Vous connaissez ce biais de publication qui donne la prime aux résultats dits significatifs. Mais ensuite et surtout, la moitié des études qui ont publié des résultats significatifs, sont fausses. Maintenant, si on généralise en faisant varier la probabilité de l'hypothèse nulle, on voit nettement que la fréquence des études fausses dépend de cette probabilité. Dans cet exemple, dès que la probabilité a priori de l'hypothèse nulle dépasse 50-60%, la proportion de publications fausses s'élève grandement. En complément, on pourrait dire que plus l'hypothèse alternative est faible, donc plus elle est farfelue, moins il faut accorder du crédit à une étude, même si les résultats sont significatifs. Alors, comment pourrait-on faire pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'échapper à cette dictature du petit p qui nous fait considérer seulement les résultats significatifs comme importants, et comment tenir compte des taux de base, c'est-à-dire des probabilités a priori des hypothèses? Actuellement, avec notre façon d'utiliser les tests fichériens, nous sommes tous focalisés en quelque sorte sur la probabilité des données observées selon l'hypothèse, selon le modèle qu'on se donne. Alors, est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à comprendre de calculer la probabilité de l'hypothèse avec les données dont je dispose? Je considérerais que mes échantillons, c'est la réalité, c'est ce que j'ai sous les yeux pour raisonner. Et je vais construire mon hypothèse avec cette réalité. Alors pour cela, je vous propose de faire un tout petit tour dans le monde de la statistique bayésienne. Et là, on retrouve cet extraordinaire théorème de Bayes qui doit vous rappeler peut-être de mauvais souvenirs. Probabilité de A si B est égale à probabilité de B si A multiplié par probabilité de A divisé par probabilité de B. Donc en remplaçant A et B par H et D, on peut écrire la formule suivante. La probabilité d'une hypothèse avec les données qu'on a est égale à la probabilité des données si cette hypothèse est bonne, multipliée par la probabilité de l'hypothèse et divisée par la probabilité d'avoir observé ces données. Alors vous remarquez que je ne parle même plus d'hypothèse nulle. Peu importe l'hypothèse, je peux faire le calcul pour n'importe quel type d'hypothèse H1, H2, H3. Alors, la probabilité des données, je vais m'en débarrasser rapidement car c'est une constante qui ne dépend pas de la probabilité d'une hypothèse. On ne va pas s'embarrasser avec, c'est du calcul pur. Et P de D si H, la probabilité des données si l'hypothèse est vraie, on sait la calculer, même si c'est compliqué, c'est tout simplement la vraisemblance de l'hypothèse. Et donc vous avez dû voir s'afficher la vraisemblance d'un modèle lorsque vous faisiez des modèles de régression, par exemple. Et finalement, on obtient une formule très simple. La probabilité d'une hypothèse en fonction des données est proportionnelle au produit de sa vraisemblance par sa probabilité indépendamment des données.
Ou de façon encore plus générale, cette expression gravée sur tous les frontons bayésiens, la probabilité a posteriori d'une hypothèse est proportionnelle au produit de sa vraisemblance par sa probabilité a priori. Alors, je vous sens un peu perdu avec ma petite théorie bayésienne, mais on va voir que c'est très simple et qu'on raisonne tous bayésiens depuis l'enfance même. Prenons un exemple un peu simpliste qui montre comment prendre en compte les probabilités dans un raisonnement de type bayésien. Alors, on voit en consultation un jeune adolescent amené chez le médecin par ses parents, inquiet, pour une diarrhée de survenue brutale. Bon, ce garçon est par ailleurs en bonne santé. Alors quelles sont les hypothèses diagnostiques? Alors tout d'abord, la mère, très anxieuse, qui a passé sa soirée sur Internet pour rechercher toutes les causes possibles de diarrhée, pense qu'il s'agit d'un début de maladie de Crohn, grave maladie intestinale. Alors le père, plus désinvolte, attribue ce symptôme à la note catastrophique obtenue par son rejeton à son examen de statistiques. Et le médecin évoque en premier lieu la possibilité d'une intoxication alimentaire. Alors on peut bien évidemment évoquer d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Alors, toutes ces hypothèses, en fait, ce sont des probabilités a priori. A priori de la mère, a priori du père, a priori du médecin. Commençons par la maladie de Crohn. C'est une maladie rare dont l'incidence est d'environ 1 cas pour 10 000 et par an. Donc la probabilité, a priori, est donc très faible. Mais ce qu'a bien noté cette mère, c'est que la probabilité d'observer une diarrhée lors d'une maladie de Crohn est très élevée. C'en est même un des symptômes majeurs. Donc la probabilité des données, c'est-à-dire la diarrhée, est très élevée sous l'hypothèse Crohn. La vraisemblance de cette hypothèse est élevée. Mais finalement, le produit des deux est petit et la probabilité de l'hypothèse Crohn de ce jeune garçon est faible, d'autant plus que ce garçon n'a pas d'autres symptômes compatibles avec cette pathologie. Alors passons à l'hypothèse du père d'échec à l'examen. Alors la fréquence des échecs aux examens de ce jeune homme qui fait le désespoir de son père est très élevée, donc probabilité a priori élevée, mais la probabilité de diarrhée consécutive à un échec aux examens, tout en n'étant pas impossible, est fort douteuse. Donc au total, la probabilité de cette hypothèse est quasiment négligeable. Quant aux toxi-infections alimentaires, eh bien elles sont très fréquentes, la probabilité a priori est élevée, et la vraisemblance du symptôme est elle aussi, bien sûr, très élevée. C'est un des signes majeurs de la toxi-infection alimentaire. Donc au final, la probabilité de l'hypothèse toxi-infection en présence de cette diarrhée sera privilégiée pour les recherches complémentaires et le traitement. Donc on rassurera la mère et on dira au père d'être un peu plus empathique. Revenons à l'épidémiologie. Lors de l'épidémie de trichinellose en 1985, si on avait raisonné bayésien, on aurait pu faire le même type d'observation. Une première étude réalisée dans le foyer de la ville de Melun montrait une vraisemblance très élevée de l'hypothèse viande de cheval avec un odds ratio de l'enquête cas témoin largement supérieur à 50. Mais la probabilité a priori de cette hypothèse était quasiment nulle, personne n'admettait cette hypothèse étrange. Et donc les résultats de cette étude étaient peu convaincants pour les experts qui ne pouvaient admettre cette hypothèse qui froissait leur logique. La probabilité a posteriori, si on avait pu la calculer, aurait été faible. Une deuxième étude, réalisée cette fois-ci dans le foyer parisien du 14e arrondissement, a montré une vraisemblance aussi élevée que la précédente, mais cette fois-ci avec un a priori un peu plus élevé compte tenu de la première étude. Et donc la probabilité a posteriori est devenue plus forte et l'hypothèse a commencé à être prise au sérieux. Mais comme cela ne suffisait pas, il a fallu une troisième enquête qui comportait un a priori élevé, qui a montré une vraisemblance toujours aussi forte et donc une probabilité a posteriori très élevée, ce qui a fait admettre définitivement la viande de cheval comme responsable de cette épidémie. Et maintenant qu'on a déjà observé en France 8 épidémies liées à la viande chevaline, la probabilité de cette cause devant un cluster de quelques dizaines de cas est a priori très élevée, ce qui fait qu'on n'aurait pas besoin de monter des études statistiques très puissantes pour la démontrer. Alors, si on pouvait raisonner de la même façon avec les études de l'exemple de la sclérose en plaques et du vaccin anti-hépatite B, regardons ce qui se passerait. Au fur et à mesure des études montrant une vraisemblance élevée de l'hypothèse nulle, on obtiendrait des probabilités a posteriori qui s'élèveraient. Chaque nouvelle étude aurait comme probabilité a priori la probabilité a posteriori de la précédente. Donc toutes les études contribueraient ainsi à augmenter la probabilité a priori de l'hypothèse nulle qui, au fur et à mesure, deviendrait très élevée. Et lorsqu'à un moment donné surviendrait une étude, comme celle de Hernan, sa vraisemblance, certes très faible, viendrait se multiplier à la probabilité a priori très élevée de l'hypothèse nulle.
Et finalement, il publierait une probabilité a posteriori, certes plus faible que les autres, ça mériterait de s'y intéresser, mais on voit bien que cela ne créerait pas cet événement désastreux du rejet pur et simple de l'hypothèse nulle qui remet en question toute la connaissance du passé. À l'inverse, dans l'exemple du glyphosate, on a une vraisemblance de l'hypothèse nulle de la cohorte américaine de plus de 54 000 sujets qui est très élevée. Mais on a une probabilité a priori qui est incertaine et qui en plus est amoindrie par les affirmations du Centre international de recherche du cancer qui classe le produit comme potentiellement cancérigène. Donc finalement, on a une probabilité d'absence d'effet qui est faible malgré la puissance de l'étude. Donc tout est dû à cette probabilité a priori qui est considérée comme très faible par certains experts et par les associations de lutte contre les pesticides. Alors, je vous ai parlé un peu de cette façon de raisonner afin de vous donner un embryon d'outils pour comprendre et peut-être argumenter les raisons qui font qu'un travail apparemment solide sur le plan de nos statistiques classiques peut être aussi difficile à admettre par l'entourage non formé à l'épidémiologie. Alors, pourquoi n'utilise-t-on pas plus souvent le raisonnement bayésien ? Alors, le point d'achoppement majeur, c'est qu'il faut définir les probabilités a priori des hypothèses. Alors, comment les fixer ? Et c'est là qu'on va en revenir au jugement. Donc c'est essentiellement un travail de discussion entre experts, car on voit bien que selon le degré de cette probabilité, va dépendre la probabilité a posteriori. Donc le grand reproche qui est fait par les fréquentistes aux bayésiens, c'est cette subjectivité qui plane autour de la fixation des a priori. Mais les bayésiens ne sont pas à court d'arguments, et il existe des méthodes statistiques pour probabiliser ces probabilités. Alors au prix évidemment de calculs très complexes, mais ces calculs qui étaient impossibles il y a quelques dizaines d'années sont maintenant tout à fait faisables avec les ordinateurs et des logiciels adaptés. Le logiciel R permet d'un certain nombre de calculs de ce type. Alors nous allons encore nous contenter pour un temps de statistiques classiques de type fichérien. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des revues d'épidémiologie qui refusent des articles qui ne fournissent que des petits p à l'appui de leur argumentation. Je suis prêt à parier que, dans environ une dizaine d'années, le raisonnement bayésien prévaudra dans les études épidémiologiques. Alors pour conclure, comme il nous faut continuer à vivre dans ce monde de brutes, où triomphe la mauvaise foi, toutes sortes de rumeurs, où tous les tout-puissants réseaux sociaux véhiculent sur la toile mondiale tout et son contraire, il faut plus que jamais garder vos pieds d'épidémiologiste sur terre et user vos semelles. Garder les pieds sur terre, cela veut dire privilégier les faits réels aux spéculations de toutes sortes, faites coller vos hypothèses aux faits et non l'inverse. En un mot, soyez pragmatique. Soyez donc exigeant sur la qualité des données, c'est sur elles que vous allez raisonner. Et petite mise en garde, qualité ne veut pas dire obligatoirement quantité. Ensuite, essayez au maximum de publier les bonnes études, même si elles ne sont pas significatives. Alors ce que j'appelle une bonne étude, c'est une étude évidemment suffisamment puissante et sans biais, et à ces conditions-là, une étude non significative a autant de valeur qu'une étude significative. C'est un peu comme un témoin dans une étude qu'un témoin. Un témoin, ça a autant de valeur qu'un cas. Et enfin, bien sûr, gardez toujours une attitude de doute, un sens critique, en un mot, vos capacités de jugement qui sont encore très loin d'être mathématisables. Et je vous dis à bientôt avec ce slogan de Michael Gregg qui a su passionner pour cette discipline des centaines d'épidémiologistes de terrain.